Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver donc pour cet épisode 55 en compagnie de Jérémy Classe qui va venir, Sonia, nous présenter son livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc Sonia, en quelques mots, on aura ta chronique dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Je le classe entre le polar et le thriller, mais très psychologique, sur les migrants. Ce qu'on entend à la télé ne reflète pas forcément toute la vérité. Et donc, le jour où 42 corps s'échouent sur la plage, complètement carbonisés et mutilés, euh, voilà, une enquête pour savoir le pourquoi du comment se met en place et le système politique en prend pour son grade, on va dire. Eh bien, écoute, on écoutera ça dans quelques instants, bien évidemment. Et puis, je vous rappelle qu'on aura aussi donc l'extrait de Marie. On a l'habitude de le dire maintenant, vous connaissez le principe de l'émission. N'hésitez pas à mettre des écouteurs si vous en avez pour bien entendre les petits bruitages ou les musiques quand elle en met quelquefois. Nous aurons aussi la question de l'invité. Vous le savez, on en aura deux cette fois-ci, puisque nous avons eu la question de l'invité de mercredi, mais il y avait eu une émission qui avait été reportée précédemment par Jérémy et qui justement avait eu aussi une question. Donc, on l'écoutera tout à l'heure. Et nous aurons, Séraphine, le portrait de Séraphine de Jérémy. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Séraphine, sur Jérémy? Jérémy, c'est un épicurien. Jérémy, c'est une bonhomie affichée. Et pourtant, c'est un serial défenseur de l'humanité. Il est défenseur de l'humain. Il profite de ses écrits pour pas forcément dénoncer parce que c'est pas forcément accusateur, c'est juste raconter, mais il a une très belle façon de nous éclairer aussi sur des choses qui ont bien plus d'importance que la vie et les plaisirs de la vie. Et ça, c'est chouette. J'ai hâte qu'on échange justement sur tout ça. Et ben voilà, on te retrouvera donc en fin d'émission pour ce portrait. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30 sur Facebook et YouTube. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'on est sur la dernière ligne droite avant les vacances, hein, donc là ce mois de juillet, et qu'à partir du mois de septembre, prenez-en note, hein, on fera un post à cette occasion, mais à partir de la saison 2 en septembre, toutes les émissions seront en direct sur la page YouTube Entre l'encre et les mots. Donc vraiment, n'hésitez pas sur YouTube à nous suivre. Mais en tout cas, ça fut un réel plaisir de vous suivre et de vous avoir avec nous chaque mercredi et chaque vendredi. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de recevoir Jérémy Classe. Et bonsoir Jérémy. Et bonsoir Florian, bonsoir tout le monde. Merci à toi d'être avec nous ce soir pour cet épisode de Entre l'encre et les mots, épisode 55, pour nous parler, on l'a vu, de ce livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est ton deuxième roman. On va avoir l'occasion de le présenter longuement dans cette émission. On va parler de ton univers livresque aussi avec L'Horloger, hein, qui est sorti chez Pocket. On en parlera dans quelques instants, qui a été récompensé aussi. On va en parler. Tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, avec tes mots à toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jérémy Classe? Ça, c'est la question la plus difficile là, que tu vas me poser pendant toute l'émission. Écoute, C'est ça. effectivement, je suis belge, ce que les spectateurs ne savent peut-être pas, je suis belge, je vis en Belgique, pas très très loin de Bruxelles, dans un petit village, et ma grand-mère, elle, était provençale d'un autre petit village qui s'appelle Gourdon, dans l'arrière-pays de Grasse, et j'ai un petit peu cette double culture-là, si tu veux, c'est-à-dire que véritablement, les deux m'ont forgé, j'ai aimé les deux, et c'est la raison aussi pour laquelle je place l'action de mes bouquins en grande partie dans le village de Gourdon. Eh bien, en tout cas, merci pour cette présentation. On l'a dit, tu as écrit deux romans à ce jour, dont un qui a été L'Horloger, ton premier livre, qui a reçu très récemment le prix de l'évêché. On va avoir l'occasion d'en parler. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Et L'Horloger, donc c'était mon premier roman en effet, et il est né de la première élection de Donald Trump, en fait, qui m'a sidéré à l'époque. Et je me suis dit qu'il fallait que je parle un petit peu de ce qui était en train de se passer aux États-Unis, mais de manière assez indirecte, en fait, puisque L'Horloger raconte l'histoire d'un journaliste qui s'attaque à une milice néo-nazie aux États-Unis, une milice qui va jusque dans les allées du Capitole et donc
dans les plus hautes sphères de l'État américain. Et suite à ça, il est obligé de se réfugier dans un petit village, justement, en Provence, celui de ma grand-mère, dont je parle, dans Gourdon, pour sauver sa peau, quoi, sous une nouvelle identité. Et il va y passer 10 ans jusqu'à ce que le 31 décembre, à minuit précise, il y a une série d'événements terribles qui se passent et qui relancent complètement la machine. Ça, c'est le pitch du départ de l'horloger. Voilà, donc l'horloger qui est sorti très récemment chez Pocket et qui, on l'a dit, a reçu le prix de l'évêché. Donc encore au nom du groupe, toutes nos félicitations, hein. Il a été Merci. remis très récemment des mains donc, du lauréat 2024, hein, Olivier Descos. Qu'est-ce que tu peux Ouais. nous dire sur ce prix? Bah, écoute, ça a été vraiment une grande surprise parce qu'il y avait une sacrée compétition pour le prix. Il y avait Patricia Delahaye, Jérôme Loubry, il y avait Jacques Sausset, enfin, et d'autres encore, vous me pardonnerez. Et donc, j'étais vraiment très surpris de le recevoir, très honoré aussi. Et puis voilà, il y a une partie de mes racines qui se passent, qui sont dans le sud, et donc c'est un prix qui est d'autant plus, comment dire, apprécié, quoi, de ma part. Et par ailleurs, en plus, qui est un prix qui est décerné par la police judiciaire marseillaise. Donc il y a aussi une question de sérieux, quoi, je veux dire, dans les intrigues, etc., qui étaient, comment dire, scrutées par eux. Donc voilà, j'étais très flatté, très heureux. Justement, tu l'as dit, remis par la police judiciaire. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous parler de ce prix un petit peu? Qu'est-ce qui les récompense plus qu'un autre prix, Ben, par exemple? écoute, d'abord, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique, si ce n'est que, bah oui, mais on m'a posé la question, figure-toi, ce qui me faisait un petit peu marrer, évidemment. Et en gros, l'évêché, c'est le siège de la PJ marseillaise. C'est l'équivalent du 36 qui est des Orfèvres parisien, enfin, bon, qui n'est plus là, mais c'est mythique, quoi. C'est le siège mythique de la PJ marseillaise. Voilà, que te dire de plus? Oui, la seule condition, si tu veux, pour pouvoir être éligible à ce prix, c'est qu'il y ait au moins un chapitre de nos romans qui se passe dans le Grand Sud. Donc il D'accord. y a quand même pas mal de possibilités, quoi. Eh bien, en tout cas, merci en tout cas pour cette présentation et encore une fois nos félicitations. Donc, je remercie toutes les personnes qui arrivent, hein. Je vois que Dominique, Pascal, Laurent et plein d'autres sont là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Jérémy, qui est avec nous pendant, vous connaissez maintenant, plus d'une heure et demie pour nous parler de ce livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson, donc ton deuxième roman. Tu as Ouais. aussi été caviste. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Ah bah écoute, je le suis encore, partiellement en tout cas. J'ai commencé ma carrière dans le théâtre, donc ça n'avait vraiment rien à voir. Moi, j'ai toujours été littéraire, j'avais des parents littéraires, profs de lettres, de latin, de grec pour être précis. Et donc j'étais destiné à une carrière littéraire et théâtrale, et simplement il a fallu que je trouve un petit boulot pour me nourrir, quoi. Et on cherchait un caviste à Bruxelles et j'ai posé ma candidature, et j'y suis resté 20 ans parce que j'ai adoré ça. Tout simplement l'univers du vin et de la gastronomie m'ont happé. Puis à un moment donné, simplement, mon Graal, si tu veux, le but que je voulais atteindre dans ma vie, c'était d'écrire un roman. Et il a fallu que je mette ma carrière entre parenthèses pour pouvoir écrire enfin ce roman. Et c'était l'horloger. Et j'ai trouvé une éditrice tout de suite. Et donc les choses se sont enchaînées très positivement pour moi. Il y a une première question. Bon, je m'attendais à ce qu'elle la pose, mais je pensais qu'elle la poserait en direct. Mais elle la pose pour que tout le monde voit effectivement la réputation un petit peu de Madame Robinard, qui nous dit si tu avais un petit blanc fruité à lui conseiller, ce serait lequel? Ouais, ça dépend pourquoi, hein. C'est pour l'apéro ou quoi? Alors Bah Sonia, écoute, pour l'apéro, je te conseillerais peut-être, je sais pas moi, un petit côte de Gascogne, par exemple. C'est pas On va cher et faire de c'est bon, l'apéro au plat de résistance et au dessert, quoi. Tant qu'à faire, voilà, on va pas faire carrément. de mélange. Bon, alors tu vas commencer par. Alors je vais t'en donner plusieurs, comme ça tu auras tout le menu, quoi. Donc, bah, je sais pas, moi pour l'apéro, tu peux commencer, c'est ce que je disais, par un petit Côte de Gascogne, par exemple. Moi j'aime beaucoup ces vins-là parce qu'ils sont assez légers, très fruités, très agréables. Ça passe tout seul, un peu trop facilement d'ailleurs, peut-être. Et c'est souvent des super rapports qualité-prix. Puis après, je sais pas, moi, ça dépend de ce que tu vas manger. Si tu peux aller Non, sur je mange du poisson. Je mange plus de poisson que de viande, donc voilà. ouais, tu peux aller sur. Bah, écoute, moi je sais pas, moi je trouve que bah, voilà, vous êtes à Marseille, on peut partir sur des vins de cassis par exemple, ils sont super bons les blancs de cassis, ou en général des rolls quoi, des Vermentino de Provence, bah, il y a plein de bons vins dans votre coin, et à mm, Bandol aussi d'ailleurs. il y a Ça va justement, pas comme se je dis marier souvent, viande au mois d'août, hein. Pardon? J'ai pas entendu, Sonia.
Il va falloir que je fasse ma réserve au mois d'août quand je viens sur Marseille. Ah oui, parce que là, tu es en Bretagne, c'est ça? Ouais, Oui. c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors Non, mais en Voilà, Bretagne, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a des super muscadets voilà. pas trop loin. Donc, Ouais, c'est ça. donc là, tu vas pouvoir te régaler, quoi, en région nantaise. Jérémy, tu m'excuseras. Comme je dis souvent dans cette émission, on a l'équipe qu'on mérite. S'il y a l'une, forcément, il y a l'autre. Donc, il y a notre ami Marseillaise qui nous dit en termes de rosé de Provence, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Moi, en rosé de Provence, mais ça va pas satisfaire ton portefeuille parce que moi, ce que je préfère, c'est les bandoles, évidemment. Ah, C'est-à-dire que c'est vraiment ah bah oui. des grands blancs de Provence. Après, il y a un domaine qui s'appelle le domaine Auvette, qui est un domaine historique en biodynamie Ah, qui a été créé par Dominique Auvette, une des grandes dames du vin. Et dans ses ah, je rosés, note. C'est où elle ça? fait un rosé qui s'appelle Petra et qui est un rosé de vieillissement. Donc, Oh. il faut le laisser au moins quelques années en cave pour qu'il puisse donner tout son potentiel. Et c'est à l'inverse des petits rosés de soif de piscine que tu trouves partout et pour lesquels tu n'as pas du tout besoin de moi. Oui, oui, non, justement, Après, je préférais Petra, ton on est avis. quand même à 25 Le € la Petra. bouteille, tu vois. C'est pour te dire que c'est pas non plus, c'est pas forcément très Oui, accessible. Mhm. bon, Et, le et Petra. est-ce que... C'est bon, c'est Non, noté, mais merci. je suis désolé. Non, Est-ce que je justement note. tu as eu un jour peut-être l'idée ou un projet d'écrire justement un livre sur les vins, justement, parce que souvent c'est les genres de questions qu'on pose. Pas du tout. Figure-toi qu'on m'a proposé, Hachette, pour pas les nommer, d'écrire sur le vin et j'ai pas eu envie, parce que ça a été, c'est pour moi, tu vois, je passe un peu d'une vie à l'autre. Donc le vin fait toujours partie de mon univers, de mes goûts, d'épicurien comme vous le disiez, très justement. Mais j'ai pas envie de passer 2 ans de ma vie à écrire sur le sujet. Il y a plein de gens qui écrivent des bouquins merveilleux sur le vin et qui le font certainement beaucoup mieux que je ne le ferais. Donc, Mhm. Un petit moi, thriller. Un le petit pinard, on le thriller, trouve dans. Oui, c'est ça, mais hein, si tu veux, dans les c'est vignes. aussi un petit côté un peu anecdotique et tout. Bon, voilà, ça m'amuse pas. Je dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant, ça m'amuse pas. Et le vin, on le retrouve dans mes bouquins parce que mes personnages en picolent, quoi, largement. Donc, voilà. Effectivement, et il y a Laura Ribaud qui est avec nous, bonsoir, et qui nous dit Ubi en rosé, c'est pas mal aussi. Voilà, comme quoi, entre l'encre et les mots, on peut parler de tout, même de vin. Voilà, tu vois, vous allez pouvoir. Après, Ubi, c'est quand même une grosse machine, si je peux me permettre. Ils font des vins très agréables, très bien foutus, mais allez voir les petits producteurs. C'est Ouais. comme en littérature ou comme dans n'importe quel domaine. Trouver les petits producteurs, vous allez payer les mêmes prix et avoir des trucs avec peut-être un petit supplément d'âme. Bah, d'ailleurs, ça me Tout permet autour de publier. de saluer justement des amis, hein, le domaine des Ouillères, qui font leur dégustation annuelle ce soir. Donc, si c'est un domaine que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller les voir. Et je salue Nathalie, que j'embrasse bien évidemment. Serge Maya, qui est avec nous, Serge Bertrand pour les intimes, qui nous dit Salut l'équipe, salut Jérémy, est-ce qu'il t'arrive de boire un coup pour booster ton inspiration? Merci Serge de venir nous voir. C'est une excellente question, Serge. Merci de me la poser. Alors, je le fais pas dans le but de booster mon inspiration, parce que là, je pense que je finirais alcoolo très rapidement, si c'était un véritable outil. Mais il est vrai que quand tu bois sous influence, ça amène d'autres perspectives. Je crois qu'il faut pas le faire trop souvent, quoi, simplement. Il faut être un petit peu prudent. Après, on n'écrit pas de la même manière, mais le risque, si tu picoles trop, c'est aussi de relire le lendemain en étant un petit peu désespéré de ce que tu as écrit, quoi. Donc non, j'essaye d'éviter. En fait, pour tout dire, l'horloger, je l'ai écrit beaucoup la nuit en buvant un peu de whisky et j'ai adoré cette expérience-là. Mais disons que je me suis dit dès le deuxième des Commandants Solène qu'il fallait que je change mes rituels d'écriture parce que sinon j'allais finir clochard sous un pont à picoler ma villageoise, quoi. Donc non. Et bon, en tout cas, merci en tout cas pour ta bonne humeur et la franchise de tes réponses. Il y a une question intéressante de Fred Ricard. Merci Fred, au moins de remonter un petit peu le niveau de cette émission, qui nous dit Jérémy, comment est née justement l'idée de ton roman pour Commandant Solane? Pour Commandant Solane, il y a eu 3 déclencheurs. Le premier déclencheur, ça a été la première fois qu'on a entendu parler d'un naufrage en Méditerranée. Donc, c'était il y a quelques années déjà et j'avais trouvé ça horrible, évidemment. Les réactions aussi des politiques par rapport à ça m'avaient pas semblé à la hauteur et je m'étais dit, ça risque de se reproduire, c'est dans la logique des choses et j'espérais qu'on ne s'habitue pas.
malheureusement, je pense qu'on s'habitue, et en tout cas, je me suis juré de ne pas m'habituer. Donc, ça a été le premier déclencheur. Le deuxième déclencheur, toujours, ça a été un reportage à la télé belge qui parlait d'un drame qui s'est vraiment produit, qui s'est produit en Tunisie en pleine vacances. Il y avait les vacanciers sur le sable, et il y a une dizaine de corps de migrants qui ont noyé, évidemment, qui ont échoué sur la plage au milieu des vacanciers. Et l'axe du reportage de la télé belge, c'était les vacances gâchées des Belges en Tunisie. Donc ça, j'avais été là vraiment désespéré par tant de cynisme et par cet angle-là. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait un terreau, et cette scène-là, si tu veux, ça a été l'inspiration de mon deuxième chapitre dans le roman, qui est assez marquant, je pense. Et le troisième déclencheur, c'était la rencontre tout simplement avec un jeune réfugié qui m'a servi d'inspiration pour le personnage de Moussa dans mon roman. Et c'était une rencontre humaine formidable, en fait, un garçon assez génial, hyper solaire et heureux de vivre malgré les horreurs qu'il a pu traverser. Donc voilà, j'ai eu envie de lui rendre hommage, et de rendre hommage à travers lui à tous ceux qui ont suivi le même chemin que lui. Eh bien, écoute, on va avoir la question de la chronique de Sonia dans quelques instants, ou tout de suite, si tu préfères, puisqu'on est sur le livre du commandant Solane. Ce que je propose, c'est de réaccueillir Sonia, qui est déjà partie en coulisses prendre des notes pour la prochaine liste de cours, je pense. Tu parles, elle est partie picoler, oui, on a cerné le personnage. C'est ça, c'est pour ça que je la fais revenir tout de suite avant qu'il soit trop tard. Allez Sonia, on te reçoit. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Écoute, en tout cas, merci à toi, Sonia, d'être avec nous et d'être toujours là. Je bois de l'eau, tu vois. Voilà. Juste avant de t'écouter, Sonia, il y a une question intéressante de Laurent qui dit: est-ce que les Belges, Jérémy, sont de grands lecteurs? Comment on lit en Belgique? Je pense qu'on lit de la même manière qu'en France. Je ne crois pas que sociologiquement, ce soit très, très différent à ce point de vue-là. Donc, en gros, malheureusement, les gens lisent de moins en moins, hélas. Et donc, à nous, toutes et tous, de porter haut l'étendard de la lecture. Donc voilà, c'est la même chose qu'en France. D'accord. En tout cas, merci à toi. Et puis on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, et je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux, tu es avec nous pour nous parler de ce livre Commandant Solane, ton deuxième roman aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et nous avons la chance d'avoir Sonia Robinard avec nous. Sonia, nous t'écoutons pour la chronique. Peut-on rester indifférent quand on tombe sur 42 corps échoués sur une plage? 42 corps, nus, mutilés et carbonisés. Un homme décide de trouver pourquoi et comment ces pauvres migrants ont péri ainsi. Commandant à la retraite, Solane va chercher, va fouiller, bien que de hauts placés veulent faire profil bas et étouffer cette affaire. Dans sa quête pour que la vérité éclate, Solane, avec Jasmine qui milite pour le droit des réfugiés et le jeune Moussa, vont découvrir le pire. Pour eux, ce massacre ne doit pas rester impuni. Mais arriveront-ils à couper la tête à cette milice terrifiante? Là où se mêlent enjeux politiques, le jeu de l'autruche et autres malversations, l'enquête risque d'être compliquée physiquement et émotionnellement. C'est un thriller terrifiant de vérité que nous livre ici Jérémy, glaçant, tranchant, psychologiquement éprouvant. Comme pour ma première question au début, peut-on vraiment rester indifférent à cette tragédie? Malheureusement, c'est un livre d'actualité d'où l'on ne ressort pas sans avoir le corps lourd et dont l'histoire ne sort pas de notre mémoire en un claquement de doigts. C'est un roman qui m'a touchée, qui m'a émue et qui m'a surtout mise en colère. Ce n'est qu'une histoire, me direz-vous? Eh bien, je vous répondrai que non, car ce n'est qu'une réalité transformée en thriller, mais c'est la vérité. Sommes-nous vraiment au courant de toutes ces histoires, les vies perdues pour une liberté que beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants cherchent à trouver? Merci beaucoup, Merci Sonia. Donc, c'est vrai que c'était un moment de lecture assez éprouvant, mais tellement bien écrit que du coup, voilà. C'est gentil, écoute, j'apprécie beaucoup ta chronique, et effectivement, tu as raison, ça part de la réalité. C'est-à-dire que souvent en rencontre ou dans des interviews, on me pose la question de la part de fiction et de réalité, et on pense que j'exagère pas mal, parce qu'il y a une part de satire dans mon bouquin aussi. Pardon, je fais trembler mon portable.
il y a une part de satire, donc effectivement, je pousse les curseurs dans le rouge, mais la base du récit est absolument exacte, que ce soit pour ce qui est de l'itinéraire des réfugiés, des migrants, quand ils traversent toute l'Afrique et qui passent par les geôles libyennes et qui traversent la Méditerranée. Tout ça est parfaitement exact. Et même pour la description de l'extrême droite dans les Alpes-Maritimes, et des groupuscules identitaires, je m'inspire de groupuscules existants et de leurs véritables méfaits. Donc, voilà, ils vont peut-être pas aussi loin que ce que je montre dans mon bouquin, mais ils en sont pas très très loin. Et je Voilà, pense c'est que ça. il suffirait que le pouvoir bascule, comme aux États-Unis, à l'extrême droite, et pour que ces, ben voilà, ces groupuscules trouvent une certaine légitimité et deviennent encore plus violents qu'ils ne le sont déjà. Oui, mais je suis sûre que de temps en temps, ça fait comme dans le livre, hein, ça cache sous le tapis tout ce qu'il faut cacher, tout ce qu'il faut pas Mm, mm. montrer en public, en fait, hein. On ne sait pas tout. C'est vrai que tout ce qui se passe en privé, on n'est pas forcément au courant de tout, hein. Ouais, c'est bien possible, effectivement, tu as raison. Voilà. Il y a une question intéressante de Laurent, bonsoir, et qui nous dit, Jérémy, est-ce que vous avez eu des moments difficiles dans l'écriture du roman par rapport au sujet? Oui, beaucoup en fait. Ben justement, tous les passages où je relate l'odyssée en fait de mon personnage Moussa, bah, c'est ce jeune réfugié qui m'a raconté son histoire et je vous assure que ce long entretien que j'ai eu avec lui était difficile et pour lui parce que c'était pas facile pour lui de se remémorer tout ça et puis pour moi entendre parce que c'est effroyable quoi. Et donc chaque fois que j'écrivais ces passages-là particulièrement, je me disais bon, là il fallait s'y coller quoi. C'était pas du tout de l'écriture plaisir. Souvent quand on écrit, on se laisse porter par la plume, il y a une forme de joie qui s'y met, même quand on écrit des horreurs. Quoi. Je veux dire, ça peut même être rigolo d'écrire des horreurs. Mais quand c'est la réalité, quand il s'agit du véritable destin d'êtres humains qui ont souffert, bah, c'est une autre paire de manches. Et là, il faut s'immerger, se mettre dans sa peau, et c'est pas très rigolo. Effectivement, pas facile. D'accord. Je remercie Madi Bertini qui est avec nous. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Dominique Guénin, question intéressante aussi de Dominique, bonsoir, qui nous dit, le thriller est-il un choix réfléchi ou s'est-il imposé à vous, Jérémy? Est-ce que vous écrivez aussi dans d'autres genres littéraires? Quand j'écrivais des pièces de théâtre, c'était pas du polar. Donc là, pour l'horloger et maintenant pour Commandant Solane, ça s'est imposé à moi. C'était pas un choix réfléchi. Je me suis pas dit je vais écrire du polar. Simplement, j'en ai lu énormément quand j'étais gamin, ado, jeune adulte. Donc ça a fait un petit peu le socle de mon écriture, de mes goûts et aussi de ma technique d'écriture sur le suspense. Voilà, j'en ai lu tellement en fait que ça a infusé en moi, si vous voulez. Attendez, je vais rapprocher un petit peu mon, mon écran. Donc voilà, l'écriture de thriller, elle est venue par ce biais-là, à cause de ce que j'avais lu. Simplement, moi, je déteste les chapelles, quelles qu'elles soient, bien que les auteurs de polar soient assez sympas en général. Donc, c'est quand même une chapelle dans laquelle je me plais. Mais j'aime pas l'idée d'être caserné, quoi. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout impossible qu'à l'avenir, j'écrive d'autres choses. Simplement, il faudra que le sujet s'y prête et que j'en ai envie. Le troisième bouquin que je suis en train d'écrire là maintenant est plus un roman noir qu'un polar déjà. Donc on est déjà moins dans un genre véritablement codifié, quoi. D'accord, donc on le voit, hein, on peut retrouver ton actualité sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, pardon. C'est pas mal ça, Facebook. Facebook, c'est le réseau social des chèvres, en fait. C'est les chèvres qui se sont réunies. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. Facebook, Jérémy Classe, et également sur Instagram. Bon, voilà. Bon, il en faut toujours, hein, on est en direct, c'est les aléas du direct. Non, mais Facebook, elle est bien celle-là. Voilà, ça fera le bêtisier. Je donnerai du boulot à Séraphine en plus. René qui nous pose une question intéressante qui nous dit la réalité devient plus triste que la fiction. Elle est horreur. La décrire demande-t-elle beaucoup de réserve? Question intéressante de René. Oui, alors de réserve, je ne pense pas. C'est-à-dire que enfin, je ne pense pas, c'était mon choix en tout cas. C'est-à-dire que quand on décrit cette réalité-là, il était hors de question pour moi de l'édulcorer, je vais y arriver.
pas question de la rendre moins horrible qu'elle n'est en réalité. Par contre, le devoir que je m'étais donné, c'était celui de l'exactitude et de la fidélité. Dans l'horloger, il y a toute une partie de mon roman qui se passe à Auschwitz en 1942. Inutile de dire que je me suis beaucoup posé la question de savoir s'il était judicieux de placer une partie de fiction là-bas. Je crois que je n'étais pas le premier d'ailleurs à me poser cette question-là. La seule chose, c'est qu'il fallait que je sois le plus précis historiquement parlant. Donc j'ai lu des dizaines de bouquins sur Auschwitz. J'y suis allé avec mon fils aussi parce que j'estimais ne pas avoir le droit d'écrire sur Auschwitz sans y avoir mis les pieds. Et pour Commandant Solane, ça a été la même chose. Écrire sur la tragédie des migrants en Méditerranée sans avoir rencontré des migrants, sans avoir rencontré des associations et sans être le plus exact possible par rapport à ce qui s'est passé pour eux, ça m'était insupportable. Donc il y a peut-être beaucoup de fantaisie, de romanesque et de fiction dans mes romans, mais aussi une grande, grande rigueur pour ce qui est de la documentation. Du coup, vous l'avez écrit en combien de temps, en fait, alors? Pour l'horloger, j'ai mis 2 ans à peu près, et pour Commandant Solane, qui est un petit peu plus court, ça m'a pris 1 an et demi, voilà, dans ces eaux-là. Après, c'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre pour la bonne et simple raison qu'on n'écrit pas non plus à plein temps, quoi. Donc, enfin, en tout cas, moi, j'écris pas à plein temps. Donc, bon, ça dépend du temps que j'y passe aussi, en fait, tout simplement. Voilà. Mmh. Et bon, en tout cas, merci pour tes réponses, hein. Donc, on rappelle que tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre, ton deuxième roman aux éditions Héloïse d'Ormesson, Commandant Solane. Tu as écrit un premier aussi qui a été récompensé par le prix de l'évêché. Donc, c'était L'Horloger dont tu nous en as parlé, hein, qui a eu, donc on l'a dit, tu es le lauréat, hein. On a la chance de te recevoir ce soir, le lauréat du prix de l'évêché 2025, hein, qui t'a été remis par Olivier Descos, lauréat de 2024. Donc, vraiment, merci à toi d'être avec nous. Ouais, il n'y a pas de problème, c'était un vrai honneur, ça, pour le coup. Mmh. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci encore plus de venir dans notre émission nous en parler. Jérémy, et une fois écrit donc votre livre, n'est-il pas trop dur de vivre avec ou tentez-vous de mettre tout ça de côté? Tout ce que tu dis, tu vois, Non, que ça soit sur Auschwitz, que ça soit sur les migrants, voilà, tu vois, vraiment non, sur l'ensemble de. c'est pas du tout difficile de vivre avec. J'ai pas. La seule chose, c'est que évidemment, j'aborde, bon, plus encore dans Commandant Solane, des sujets d'actualité et d'une actualité qui nous touche de très près, qui se passe en France, quoi, dans la Méditerranée, dans la Manche, à Calais. Bon, voilà, donc on reçoit tous des nouvelles de la planète qui sont totalement désespérantes. Donc la difficulté que j'ai moi, c'est en parlant d'en remettre une couche, quoi. C'est-à-dire de dire, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Si on n'en parle pas et que comme tu le disais, Sonia, on met tout ça sous le tapis, ça n'a pas de sens non plus. Il faut vraiment qu'on puisse en parler pour que les choses s'améliorent. Mais donc la difficulté est là, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'écris des thrillers. Le thriller, c'est la lecture plaisir par excellence, voilà, passionnante, où on a envie de tourner les pages, etc. Et moi, j'y ajoute une bonne petite louche de gravité et de difficulté qui est celle de traiter de sujets d'actualité qui sont souvent un peu lourds. Mais j'essaye de compenser ça. J'essaye de compenser ça par des... Ah, excusez-moi, j'ai juste un... Voilà, ça c'est typique, il fallait que ça arrive à ce moment-là. J'ai un de mes amis qui m'appelait par WhatsApp, donc est-ce que je vous ai récupéré là? Oui, oui. Ouais, ça y est, je vous ai récupéré. C'est le moment de C'est WhatsApp. les aléas du direct, quoi. Donc, où en étais-je? Oui, donc j'essaye de compenser ça par des personnages qui sont à l'inverse, eux, très solaires, très humains. Et par là, je veux montrer qu'il n'y a pas que du sombre sur la planète et il n'y a pas que des salauds. Il y a aussi plein de gens qui se battent pour l'humanité et qui le font bien. Simplement, souvent, finalement, on en parle beaucoup moins que des salopards. On parle évidemment beaucoup plus de Donald Trump que des associations qui viennent en aide aux réfugiés, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, et où qu'ils soient. Donc ça, je les mets en valeur aussi. Voilà. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le livre aussi. Il y a beaucoup de psychologie. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est thriller psychologique. Et c'est vrai que la psychologie, en fait, que ce soit des migrants, de ceux qui vont cacher, de celui qui va enquêter. Et c'est vrai que du coup, on se met un petit peu dans leur tête. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié dans la lecture, en fait. Parce qu'il n'y a pas que le côté
voilà, c'est sordide, c'est machin, c'est tout. Il y a tout l'ensemble aussi autour et c'est ça, comme le jeune Moussa, par exemple, c'était un de mes personnages préférés et niveau psychologie et tout, voilà quoi, c'est vrai que Ouais, il serait ravi de t'entendre. Il serait ravi de mmh. t'entendre. Mais non, mais c'est la psychologie des personnages, elle est en fait, les personnages, je commence toujours par là, c'est le plus important. Ça veut Mmh. dire que tu peux avoir de grands romans, tu ne peux avoir de grands romans que s'il y a de bons personnages, quoi. Tu peux avoir Ouais. la meilleure intrigue du monde, un truc, sur le papier, hyper passionnant et tout ça, si tes personnages sont superficiels, Mmh. personne n'accroche, ça n'a aucun intérêt, on s'emmerde, quoi. Et à Mmh. l'inverse, je pense que si tu as de grands personnages, tu peux même avoir une intrigue un peu ténue, un peu, voilà, je veux dire, pas forcément rocambolesque, et faire en sorte que malgré tout, les lecteurs aient envie de tourner les pages parce qu'on a envie de savoir ce qui va advenir Voilà. à ces fameux Ouais. personnages, quoi. Bah, c'est Donc ça, tout à fait. donc j'y accorde Mmh. beaucoup d'importance et effectivement, je me mets dans leur tête à chaque fois. Quand Mmh. j'écris, je me mets dans leur tête, que ce soit des salopards ou des gentils, quoi. Voilà. Mmh. Mmh. C'est ça. Il y a Serge Bertrand, effectivement, qui est très inspiré ce soir et qui nous dit: «Quand on parle des migrants en général, on oublie souvent d'évoquer les passeurs qui profitent de la misère des gens et de l'hypocrisie des différents gouvernements. Jérémy, abordez-vous ces sujets?» Alors je l'aborde finalement assez peu parce que ça faisait pas tellement partie de mon intrigue. Donc j'en parle un peu, mais je veux pas trop dévoiler, l'intrigue. Simplement, ça fait pas mes personnages principaux, quoi. Voilà. Hem, Mmh. il y aurait tout un sujet à faire sur les passeurs. Voilà, tout un roman à faire juste là-dessus. Mmh. Voilà. J'ai préféré, pour le coup, me pencher sur les victimes, cette fois-ci. Mmh. D'accord. Donc Bon, en tout cas, j'en parle un peu, Voilà. mais de manière, plus annexe, quoi. eh ben, merci à toi. On remercie, hein, Serge Bertrand qui est avec nous, hein, Merci qui Serge. était avec nous la semaine dernière, hein, pour nous présenter son livre. Non, On va en reparler. mercredi, Qu'est-ce que j'ai dit? la semaine dernière. Non, Ah c'était oui, cette bon, semaine, bah, c'était avant-hier. les semaines passent tellement vite, effectivement. Voilà, qui est venu nous présenter son livre aussi. Donc, merci à toi, Serge, de venir nous dire un petit coucou et poser des questions. Tu le vois, on fait toujours de très belles rencontres dans ces émissions. René, qui nous dit: est-il plus facile de parler des héros que des, j'arrive pas à lire, c'est écrit petit, des Kilam. kidam? Ouais, oh, ça va, hein. Hem, alors, si je pense que les 2 peuvent se mêler. C'est-à-dire que, bah, par exemple, moi, je suis un grand fan et je suis vraiment évidemment loin d'être le seul de Stephen King, et je pense qu'une de ses particularités à lui, c'est que ses héros sont presque toujours des kidam, et c'est le principe, en fait, de toute la littérature de King, c'est qu'on prend un kidam et on le met dans une situation fantastique, et c'est pas l'inverse qui se produit, quoi. Voilà. Donc je crois que les kidam sont les meilleurs, les meilleurs héros, oui, effectivement. Et d'autant plus que moi, en l'occurrence, j'ai tendance à m'inspirer de personnages réels, quoi, de gens de mon entourage, d'amis, etc., qui sont donc par définition des kidam, et que, bon voilà, je les prends et je les mets dans un grand bain d'aventure, et c'est vrai aussi que peut-être que je les mets un peu au carré, quoi. C'est-à-dire que j'accentue leurs qualités et leurs défauts. D'accord, merci à toi. Donc, je remercie, hein, toutes les personnes qui nous rejoignent. Et ce que je te propose, Jérémy, bah, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Donc, je Avec propose tout de plaisir. suite de lancer le jingle. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle, hein, Jérémy est avec nous pour nous parler de ce livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et on remercie encore une fois Marie, hein, comédienne de l'émission, qui chaque semaine, à chaque émission, nous lit un extrait. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter cet extrait. Marie Méran présente un roman de Jérémy Classe, Commandant Solane, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Charles suffoque. Il fait chaud. Et la chaleur, il n'aime pas. Trop de mauvais souvenirs d'atmosphère collante, de tropiques lourds, d'air visqueux. Il a poussé la clim au max, mais la canicule est invincible. Cela fait quelques heures à peine qu'il est revenu en Belgique, où il a ses origines et son refuge. Après le Libéria, il espérait se rafraîchir un peu. Tu parles. On se croirait sous l'équateur. Le ciel déconne, c'est vrai, ce n'est plus comme avant. On a vu des 40 à Namur et Bruxelles, des 38 à Ostende et Knock. Normalement, Charles traverse les circonstances sans conséquence. Il navigue en paquebot, indifférent aux tempêtes ou à la pétole.
Ça l'éclate de se surpasser. Mais il n'a pas loin de 60 ans, et ses os grincent à l'effort. Il se mutine, et ça, dans son métier, c'est inadmissible. Alors, Charles enchaîne les entraînements rigoureux, les pompes, les abdos, la course et les poids. Il lui faut garder son corps sculpté et obéissant. Charles n'a jamais connu de déraison, sauf cette fois-là qui lui marque encore la chair et le cœur, et la fait basculer dans les ténèbres et le chaos. Il secoue la tête. Que dis-tu ? Amaï, tu te plains, mon garçon ? Le mercenaire fait valdinguer sa bouteille de maïs à travers le studio qui lui sert de tanière, à Jet, au nord de Bruxelles. Le tram 19 qui passe en bas lui répond en faisant vibrer les verres du buffet, les natures mortes au mur et les couteaux dans le tiroir. Verre d'homme, plus de bière, et cette chaleur. Bad evening, they say. Toujours dans sa tête se mélange le français, l'anglais et le flamand, la langue de sa pute de mère. Charles enfile le bonnet qu'il porte, Elke fucking dag, et descend les escaliers usés. Il cogne les vélos et les poubelles dans l'entrée pisseuse et déboule dans la rue Léon Théodore, où le 19 s'éloigne en crissant dans un jet d'étincelles. Charles lui tend un doigt bien raide et file au night shop un peu plus haut pour se réapprovisionner. La lumière du petit magasin est crue et balance son éclat sur les bouteilles de piquettes qui s'étalent en vitrine, sur les paquets de clopes cellophanés derrière la caisse et les sachets de chips au paprika sur les étagères. Un Marocain posé sur un tabouret s'ennuie à mourir sous son ventilateur inopérant. Pff, pense Charles. Encore un Mohamed ou un Mustapha, on s'en fout. Tous des rats. Il crache par terre. L'arabe lève le nez de son Samsung d'où s'échappent des sourates, ou va savoir quel charabia. Il a l'air blasé au possible. Un froncement des sourcils et le Mouloud replonge dans ses prières. Charles claque son pack de maïs sur le comptoir. Ça va mousser tout à l'heure, mais il s'en fout. Il veut revoir le regard de Mohamed et lui niquer la gueule s'il fait le malin. L'épicier ne se formalise pas. Il en a vu d'autres, des cons. Mais des cons avec une gueule pareille, c'est pas banal. 15 €, annonce-t-il en grimaçant. Shit. Ah ouais, Mohamed, 15 €, tu te fous de ma gueule ? On est ouvert tard, chef. C'est 15 €. Charles claque un billet de 20 sur le contreplaqué et décide que non. C'est du vol. Il rempoche sa fortune et empoigne son pack de 6. Que l'arabe aille se faire foutre. Hey, faut payer, hein, manque. Que l'autre utilise le même langage que lui, ça le rend fou. Il dépose ses bières, se retourne et revient vers le type qui prend peur, normal, et glisse sa main sous la caisse. Charles comprend. Arme ou alarme. Il sourit. Mauvais. Voilà donc pour cet extrait de Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson de Jérémy Classe qui est avec nous ce soir. Merci à Marie pour cet extrait qui nous montre effectivement le côté percutant mais en même temps humaniste de ce livre. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cet extrait, Jérémy ? C'est toujours hyper intéressant d'entendre ses propres mots prononcés par quelqu'un d'autre. Et j'ai voulu, c'est le tout début du roman, c'est vraiment les 2-3 premières pages. Et j'ai voulu avoir une immersion dans la tête d'un salaud, quoi. Donc, je sais pas si vous connaissez ce film Seul contre tous de Gaspard Noé qui met en scène un boucher, de la pire raclure de l'humanité, quoi. Et c'était un petit peu mon idée aussi là pour cette entrée en matière. Évidemment, ça rigole pas beaucoup et ça se passe à Bruxelles, comme vous avez pu le comprendre. Et on comprendra que beaucoup plus tard dans le roman quel est le lien entre ce premier chapitre et le reste de l'intrigue. Merci à toi pour ce retour. Et toi, Sonia ? C'est marrant parce que j'avais trouvé l'écriture très franche, très directe, très rentre-dedans. Et quand Marie l'a lu, là, ça me fait encore plus... c'est encore plus percutant, je trouve. C'est tellement bien... là, les pauses au bon moment et tout ça. Ouais. Du coup, c'est encore plus percutant que quand on le lit. Parce que c'est vrai que moi, je lis vite. Donc, j'avais retrouvé quand même l'écriture percutante. Mais là, en l'écoutant, c'est encore pire, je trouve. Ouais, ça fait froid dans le dos, effectivement. Ouais, donc, voilà. C'est du bon boulot de la part de Marie. Du bon boulot. Tout à fait. Merci en tout cas à Marie, qu'on salue, effectivement, Marie Méran, comédienne de l'émission, qui nous lit à chaque émission un extrait donc, du livre. Donc, vraiment, merci à elle. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. René qui demande, Jérémy, est-ce qu'il y a un moment où le romancier devient journaliste ?
Donc en parlant de toi. Alors oui, c'est encore une fois une bonne question. C'était pas volontaire. Il se trouve que j'ai commencé des études de journalisme que j'ai jamais fini parce que je suis parti faire du théâtre, mais j'ai quand même eu 2 ans de formation journalistique et, euh, et pas mal d'amis journalistes. Et ça m'a été très très utile cette formation-là. D'abord pour l'écriture en elle-même, parce que l'écriture journalistique a l'obligation de la concision et de la percussion. Je veux dire, voilà, on ne peut pas se perdre comment dire, en digression, quoi. Et puis, effectivement, que ce soit pour l'horloger avec tout le travail de documentation que j'ai pu faire sur la Seconde Guerre mondiale et sur Auschwitz en particulier, ou pour Commandant Solane, où là, j'ai plutôt faire un travail d'interview, de rencontre avec des flics, des associations d'aide aux migrants et des réfugiés eux-mêmes. Ça a été un vrai travail journalistique, effectivement, d'autant que à l'arrivée, j'essaye encore une fois, comme j'ai déjà dit, d'être le plus fidèle possible à la réalité. Eh ben, merci à toi. Donc, on rappelle, un livre édité aux éditions Héloïse d'Ormesson, et une maison d'édition qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de mettre en avant dans cette émission. Dernier en date, hein, notre chère amie Aurélie Di Pélisson, qu'on salue, hein, qu'on aura la chance de Mais voir. je la salue aussi, Aurélie, si tu nous entends. Je t'embrasse. Ouais, bah, je sais elle vient régulièrement nous saluer, donc vraiment, merci à elle. Est-ce que tu peux, avec tes mots, toi aussi, nous parler un petit peu de ta relation avec Héloïse d'Ormesson, nous dire un petit peu comment tu as, toi, découvert cette maison d'édition? Ouais, ça a été une magnifique rencontre humaine et professionnelle. C'est-à-dire que j'avais pas envoyé l'horloger à Héloïse d'Ormesson, dans le sens où elle a pas de collection thriller ou polar, elle édite pas ça en temps normal. Donc, mon roman lui est arrivé entre les mains de manière très très indirecte et finalement par un ami commun. Euh, et Héloïse a hésité assez, enfin, pas assez longtemps, mais quelques semaines avant elle a adoré le texte en fait et elle a décidé de l'éditer malgré le fait que ça rentrait pas dans sa ligne éditoriale. Donc d'abord je l'en remercie parce que c'était une vraie prise de risque aussi pour elle et puis pour moi encore une fois c'est un grand honneur parce que c'est une très très belle maison d'édition vraiment et que Héloïse fait un boulot formidable avec ses auteurs en général et Héloïse et toute son équipe, il y a 5 femmes en fait qui bossent au sein de la maison d'édition et elles font tout un boulot génial. Donc je suis très très heureux de bosser avec elles et de les fréquenter et pour Héloïse, petit à petit de pouvoir la considérer comme une amie aussi parce que c'est comme ça que notre relation évolue quoi, tout simplement. Elle est adorable, c'est quelqu'un de formidable. Eh ben, merci pour ces mots en tout cas, hein. C'est ce qui fait aussi la richesse de cette émission. Entre l'encre et les mots, il y a quoi? Bah, il y a les auteurs, il y a les éditeurs, il y a les libraires, il y a les lecteurs, il y a les blogueurs, il y a tout le monde, hein, des meilleurs et j'en passe. Donc vraiment merci à tous, hein, de nous suivre chaque jour. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, je le rappelle d'ailleurs, que l'émission sera disponible en rediffusion sur YouTube. Et justement, question intéressante de Laurent qui nous demande, avez-vous gardé des relations avec toutes les personnes que vous avez rencontrées dans le cadre de l'écriture de ce livre? Oui, 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 oui. C'est des rencontres inoubliables de toute façon, donc c'est des rencontres fortes et il est pas question que ça disparaisse, quoi. Donc le bouquin est sorti en février, dernier. J'ai mis 1 an et demi à l'écrire, donc bon, grosso modo, ça fait, 2 bonnes années que je suis, plongé dedans et le Moussa qui ne s'appelle pas, Moussa en réalité, je le vois de temps en temps et au gré de signature, par exemple, que j'ai pu faire à Nice, il y a pas si longtemps. Et les associations d'aide aux réfugiés aussi, avec notamment David Nakache, qui est le président de l'association Tous Citoyens et qui est un mec formidable, vraiment un mec formidable. Et, euh, et, euh, et Elvia Briguen aussi, qui fait partie de la même association. Et c'est des gens que j'espère pouvoir un jour compter parmi mes amis. C'est encore peut-être trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il y a beaucoup d'atomes crochus. Eh ben, merci. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Bah, je pense que de Non? toute façon, c'est des rencontres qu'on peut pas oublier. Non, c'est ça. Voilà, on peut pas y oublier. Et puis on a envie, c'est des gens bien aussi, tout simplement, donc on a envie de les fréquenter. C'est aussi simple que ça. C'est très humain. Il y a plusieurs questions qui sont passées tout à l'heure, ou plutôt des bonnes remarques, hein, qui parlent beaucoup des couvertures. Je vois Dominique qui nous dit les visuels des couvertures ont toujours quelque chose de mystérieux. On le voit là effectivement avec l'horloger, hein, de ces deux oiseaux. Alors je vous dirai pas le nom des oiseaux, sauf si tu le sais toi, Jérémy, mais Alors aucune idée. voilà, sur le Colt, je pense que ça au niveau du pistolet, ça va, je le
avancé. Donc au niveau de l'horloger, on le voit. Également, sur Commandant Solane, donc encore, je ne sais pas si c'est les mêmes oiseaux, mais sur, cette fois-ci, le couteau. Et justement, les couvertures sont très belles. Qui réalise ces couvertures? C'est une artiste dont elle me pardonnera, mais j'oublie son nom, qui travaille pour la maison d'édition et qui fait effectivement de très, très belles, couvertures et là, pour le coup, Héloïse d'Ormesson avait voulu que, les couvertures de mes romans ne soient pas des couvertures, classiques de thriller avec les codes du thriller habituels. Parce qu'elle pensait que mon bouquin, hem, était aussi un petit peu à la frontière des genres, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle a elle avait pas envie que ce soit, identifié strictement polar et elle voulait Mmh, que ça puisse se distinguer. Et parce que donc c'est voilà, d'où ces couvertures qui sont effectivement assez belles. Ouais, ça me fait penser mmh. au bien et au mal, en fait, sur la couverture, les 2 côtés. Oui, il y a un Les peu de petits ça oiseaux, effectivement. voilà, et puis, voilà. Bah oui, c'est ça, c'est il se trouve aussi que dans mes bouquins, comme je parle de Gourdon, qui est un petit village dans la montagne, la nature a une importance, prépondérante, quoi. Et donc, c'est la nature et la violence. Donc voilà, les 2 sont présents, sur les Ouais. 2 couvertures. Mmh. Mais ça, le Je mérite en revient à la graphiste et à Héloïse, d'Ormesson. Eh ben, en tout cas, on salue effectivement les membres de cette belle maison d'édition, Héloïse d'Ormesson, hein, que vous pouvez consulter, hein, effectivement, sur les réseaux sociaux également, parce qu'ils sont très, très présents et vraiment merci, beaucoup. Une dernière question avant d'écouter, la question, de l'invité et le passage de relais, qui nous demande: «Jérémy, dans le cadre de l'écriture de vos romans, est-ce que tu as justement découvert des vérités cachées?» Non, non. Alors, moi, je suis assez peu, complotiste, donc c'est vrai que bon, L'Horloger, par exemple, c'est un thriller international et qui parle de conspiration, de complot, et cetera, donc mais ça reste de la fiction, vraiment. Je veux dire, toute cette partie-là est véritablement fictionnelle. Par contre, il y a des vérités, aussi bien pour L'Horloger que pour Commandant Solane, que dont les gens n'ont pas forcément connaissance. C'est parce que ça demande, simplement une documentation, une recherche supplémentaire qui n'est pas forcément accessible, immédiatement, dans la presse, tous les jours, quoi. Donc oui, par exemple, pour l'horloger, je parle des moyens de communication qu'utilisent pardon, les milices suprémacistes aux États-Unis et toute la mouvance de l'extrême droite, par le biais de jeux vidéo, de forums de jeux vidéo, par exemple. Ça, c'est très, très documenté et ça existe vraiment, c'est comme ça. Il n'y a pas de modérateur, en fait, en tout cas à ce moment-là, dans les forums de jeux vidéo. Donc ça permettait à n'importe quel salopard d'exprimer toute la haine qu'il avait envie d'exprimer sans que personne l'en empêche. Et il y a d'autres choses aussi, comme toute la mouvance QAnon aux États-Unis, qui est une espèce de mouvement vraiment terriblement conspirationniste, euh, qui a beaucoup flatté Trump et que Trump flatte beaucoup, beaucoup de références à QAnon dans les discours de Trump. Et ces mecs-là sont complètement tarés, quoi. Ils imaginent que les démocrates envoient des bébés sur Mars pour faire des espèces de pouponnières, pour pouvoir vider les bébés de leur sang, pour accéder à la vie éternelle. Ils y croient dur comme fer, les mecs, hein. Et donc, ces trucs-là, je n'invente pas leurs croyances, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire, si je leur prête ces croyances-là, c'est que vraiment, ils croient à ce genre de trucs-là. Mmh. Tu Mais, disais mais tout mais Oui, ça veut vas-y, je pas t'en prie. dire ça veut pas dire que je suis d'accord avec eux et que je crois, ce qu'ils croient évidemment. Tu disais tout à l'heure que tu étais déjà sur l'écriture du 3e. Est-ce que tu as déjà une bonne idée de quoi ça va parler? Ou est-ce que pour l'instant, c'est que construction de la trame? Non, non, là j'en suis à un bon gros 2/3 de l'écriture. Donc, je suis, très avancé et je sais exactement de quoi ça va parler. Mais j'en parlerai pas trop ici. Voilà. Mais bien sûr, non, non, non. C'est encore On un peu, rappelle on rappelle sans riper toute cette fois-ci qu'on peut te retrouver sur Facebook, donc Jérémy Classe, et sur Instagram également, où on peut suivre toute, ton actualité. Voilà. Eh ben, écoute, moi, ce que je te propose, c'est, de faire le passage de relais. ouais, avec plaisir. Le passage de relais, la question de l'invité, appelez-le comme vous voulez, mais pour la saison 2, ça s'appellera le passage de relais. On a reçu, donc mercredi, chère Sonia, on a reçu notre cher ami Serge Bertrand qui est venu nous présenter son livre Les 2 visages du chaos aux éditions Les Presses du Midi. En quelques mots, avant d'écouter sa question, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Un petit polar
sympathique. En fait, il y a deux tueurs en série, on va appeler ça comme ça, parce que il y en a un en fait, qui fait le bien, s'il veut. Donc, il y a une racaille, par exemple, qui agresse une dame. Le pauvre, il est mal tombé si l'autre est à côté, parce que le vengeur masqué, un petit peu comme je l'ai appelé dans ma chronique, où on a un tour de bras ou un tour de jambe, l'autre est à terre et puis voilà, il passe à la casserole. Et l'autre où il est plus subtil et plus mesquin, qui a une double vie. Et en fin de compte, à la fin de chaque acte sexuel, poignarde ses partenaires, que ce soit homme ou femme, un coup de poignard dans le dos et voilà, il les découpe un petit peu en morceaux et il en offre volontiers une main au commandant de police, voilà, qui est assez trousse. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour cette présentation, le synopsis du livre de notre ami Serge. Donc justement, Jérémy, quand on a dit à Serge que tu venais dans cette émission, on lui a demandé quelle serait la question que tu voulais lui poser. Donc attention, ça va très vite. Alors, à Jérémy, je connais pas son œuvre et je voulais savoir quelle est sa façon de travailler pour écrire un livre. Voilà, donc en somme, est-ce que tu C'est as... vaste. C'est très très vaste, effectivement. Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des habitudes d'écriture? Le seul rituel que je m'impose, c'est d'écrire tous les jours. Donc, quoi qu'il advienne, j'écris au moins, bon, voilà, je m'étais dit, il faut que tu écrives au moins 10 minutes par jour. Et bien évidemment qu'à partir du moment où on écrit 10 minutes, on écrit plus longtemps. Mais ça donne l'impulsion nécessaire et le courage nécessaire à se mettre quotidiennement à son boulot, quoi. Pour le reste, j'ai pas d'horaire de prédilection, pas de rituel, j'écris partout, n'importe où. J'ai mon ordinateur portable qui me suit partout, c'est mon bien le plus précieux. Et donc j'ai pas de rituel. Et puis après, pour l'écriture des bouquins en elle-même, bon, il y a toute la partie documentation dont je vous ai déjà parlé, mais il y a aussi toute la construction du récit, où au départ, je pensais que je serais... bon, on parle souvent du fait qu'il y a deux types d'écrivains, les architectes et les jardiniers. Les architectes qui construisent tout leur récit en amont du travail d'écriture, qui font un plan ultra précis, et les jardiniers qui plantent une graine et qui attendent de voir quel arbre ça va donner. Donc moi, j'étais persuadé d'être architecte parce que j'avais besoin de me dire que dans mon angoisse existentielle, j'avais une espèce de squelette auquel me raccrocher. Et en vérité, je suis devenu jardinier. C'est-à-dire que encore une fois, si on doit parler de Stephen King, il fonctionne comme ça. Et moi, c'était quelque chose que je pouvais pas comprendre. Je me demandais vraiment comment il faisait. Quand on voit le résultat, quand on voit ses bouquins à l'arrivée, imaginez qu'il commence par le début et puis qu'il sache pas trop où il va et que le bouquin se construise au fur et à mesure, c'est assez dingue en fait. Mais finalement, j'ai pigé ça parce que, encore une fois, c'est les personnages qui importent. On leur donne une psychologie, une vie, quoi, une histoire, et ça va faire qu'ils auront toujours un choix devant eux et qu'ils auront toujours un choix logique à faire, voilà, en fonction de leur psychologie. Et ce choix multiplié par le nombre de personnages et le nombre de moments dans le roman où ils vont devoir décider de passer à gauche ou de passer à droite, ben ça va finalement créer une intrigue. Et cette intrigue va être d'une part organique, ça veut dire très naturelle, et en plus de ça, vraiment tissée de manière très très solide, parce que elle ne pourra être que cohérente si c'est les personnages si on respecte la psychologie des personnages. Donc moi j'adore faire ça. Maintenant, souvent j'essaye de me mettre quand même 2-3 chapitres d'avance en prévision, histoire de pouvoir quand même faire le lien assez facilement entre les chapitres. Et après, ce que je fais très souvent, j'utilise un logiciel qui s'appelle Scrivener, qui est vraiment un logiciel pour les auteurs, et qui est très pratique parce il est très modulable, donc on peut vraiment changer tous les chapitres d'ordre très très facilement, beaucoup plus facilement que dans Word, par exemple. Donc, une fois que j'ai écrit toute une partie, par exemple, ça m'arrive de changer le sens des différents chapitres. Voilà, en gros. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette réponse claire et précise. Je voudrais juste préciser que du coup, Jérémy, c'est un jardinier avec une belle main verte. Oh, merci Sonia. Merci. Voilà. Elle cherche à avoir une bouteille de blanc gratuite.
Moi, je dis ça. Il va falloir que je vienne jusqu'en Bretagne. Eh ben, en tout cas, merci pour cette question. Mais comme on le disait en début d'émission, exceptionnellement, il y en aura deux, puisqu'on rappelle effectivement qu'on avait eu une émission qui avait été programmée et qui avait été reportée pour diverses raisons. Donc, on avait reçu un invité qu'on avait reçu effectivement. Et ce que je te propose, juste avant de laisser Sonia nous présenter en quelques mots le livre, hein, puisqu'après, il y aura le portrait de Séraphine, c'est d'écouter justement cette question. Ah ben, moi, je lui dis d'abord bonjour, Jérémy, et bienvenue à bord. Et bravo surtout pour ce qu'il fait. Moi, j'écris dans les deux genres littéraires, la pseudo-blanche et la noire. Et je trouve que si, par exemple, la littérature blanche m'épuise, m'essore, me traumatise, eh ben, le polar, il me donne une liberté absolue. Donc, la question que je voudrais poser à Jérémy est de savoir quelle émotion l'écriture d'un polar lui procure-t-il. Voilà, est-ce que quand il écrit, est-ce qu'il est dans l'angoisse ou bien c'est un genre qui le rassure? Voilà donc pour la question de Alors, Yasmina Kadra. Voilà, c'est pas rien, si tu veux. C'est quand même Yasmina Kadra qui me pose une question, donc je suis encore une fois très honoré. Donc, pour répondre à cette question, de manière générale, hormis pour les passages véritablement ardus comme l'Odyssée de Moussa, c'est de la joie, moi, qui m'anime. D'ailleurs, c'est une joie qui est très, très, très globale. C'est-à-dire que j'ai de la joie à écrire, donc je peux pas expliquer ça autrement. C'est vraiment de la joie. J'ai la poitrine gonflée de joie quand j'écris et mes mots se déversent avec énormément de plaisir. Ça veut pas dire que je me pose pas de questions, que j'ai pas de doutes, d'hésitations. Pour Commandant Solane, il y a des moments où je trouvais ça très très mauvais, et donc je peux aussi naviguer vers des abysses de doutes, quoi. Mais en général, ce qui m'anime pour l'écriture, c'est la joie, et aussi dans ce métier. Ça veut dire que tout ce qu'il y a autour aussi, les rencontres avec les lecteurs, les rencontres avec les autres auteurs, et par exemple, tu vois, des moments de joie comme de voir la tête de Yasmina Kadra apparaître, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Donc je suis très très heureux de faire ce boulot. Donc voilà. Je crois que le polar effectivement permet de toute imagination, quoi. C'est ça qui est génial. Quand, quand, quand je commence l'horloger et que je le situe le début en haut de la Trump Tower avec une fusillade, avec des agents du FBI et un hélicoptère, quel autre domaine que la littérature, et plus particulièrement que la littérature de genre, permettrait de faire ça, quoi. C'est zéro limite à l'imagination. Ça, c'est merveilleux. C'est Et merveilleux. ben, en tout cas, merci à toi en tout cas pour cette réponse également. Et encore une fois, merci à Yasmina Kadra qui était venue nous présenter, on le rappelle, son livre Morituri, hein, qui avait été récompensé du prix Pepe Carvalho 2025 pour récompenser l'ensemble de son œuvre. Voilà, Sonia, si tu veux juste nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas Yasmina, qui il est, comment était ce livre Morituri. Comment présenter Yasmina, quoi. C'est un personnage déjà à lui tout seul. On pourrait écrire un livre sur lui, ça serait le personnage à lui tout seul d'un roman. C'est un homme adorable, et c'est vrai qu'on avait passé une émission mais formidable à l'écouter. On l'aurait écouté pendant des heures. Dommage qu'il était un petit peu pressé par le temps, mais c'est vrai qu'on aurait bien continué à l'écouter. Et tous ses livres, hein, sont fabuleux aussi, quoi. C'est une écriture tout en poésie. Des textes forts, mais tout en poésie en même temps, en fait. Voilà, il arrive à balancer la nuance comme ça. Eh ben, écoute, merci à toi, en tout cas, pour cette présentation. Et puis, bien entendu, maintenant, Jérémy, c'est à toi qui va être le temps de poser une question. À qui? À Nicolas Feuze, qui va venir justement nous présenter son livre Les Extradés aux éditions Rosie Wolf. Donc, un livre que Sonia vient juste de commencer, hein. J'ai été prévenu, donc de pas trop poser la question. Mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots quand même sur ce livre que tu es en train de lire? Ça se passe surtout en milieu carcéral, un petit peu à huis clos, en fait. On les appelle des extradés parce que déjà, comme elles sont en prison, elles font plus partie de la société, entre guillemets. Et même à l'intérieur de la prison, en fait, elles sont en dehors du système carcéral. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on les appelle les extradés. Et en même temps, on a sur une histoire, en fait, sur une adolescente
qui vit un harcèlement sur les réseaux sociaux et qui se suicide. Et sa meilleure amie disparaît aussi le même jour. Donc il y a toute une enquête qui se mêle et voilà, voir pourquoi il y a d'un côté la vie carcérale, l'autre côté, voilà, donc voir où ça mène les deux histoires pour qu'elles se rejoignent et pourquoi. Eh ben, écoute, en tout cas, merci à toi pour cette présentation. Et toi, Jérémy, quelle serait la question que tu as envie de lui poser? Mais d'abord, je suis hyper content de te poser cette question, Nicolas, parce que on s'est croisés quelques fois en salon et je pouvais pas mieux tomber que sur toi. En plus de ça, tu es suisse et je suis belge, donc j'ai une question qui m'est venue en fait et qui m'a été inspirée par notre regretté Michel Coluche. Alors ma question, bon, enfin, je te livre la citation de Coluche. Voilà, quand on rencontre un vrai con en Suisse, c'est un Belge. Mais dans l'ensemble, ça valait pas le coup de faire 2 pays rien que pour ça. Alors là, tu vois, toi et moi, on publie tous les 2 en France. Cette citation, elle est issue de la bouche d'un Français. T'en penses quoi de notre qualité de Suisse et de Belge au sein des Français? Eh ben, eh ben, merci beaucoup pour cette question qu'on lui posera, donc on lui diffusera donc mercredi 9 juillet à 19h30 et qui viendra nous présenter son livre Les Extradés. J'espère que tu seras parmi nous pour entendre sa réponse, parce que j'ai hâte d'attendre sa réponse. Je peux te dire que je l'écouterai très, très attentivement. Eh ben, en tout cas, même merci à toi en tout cas pour cette réponse. Et vraiment, merci à toi aussi, Sonia, pour la présentation de ces livres. Et ce que je te propose maintenant, Jérémy, c'est d'accueillir. Ah, quoique, je vois juste qu'il y a une petite question qui vient d'arriver et on la pose et je reçois après Séraphine. Une question intéressante qui nous dit: une enquête sur les traditions provençales ne pourrait-elle pas justifier un roman policier, Jérémy? Ah, en fait, c'est une chouette question, effectivement, parce que j'aime bien le comment dire, les traditions locales dans ce qu'elles peuvent avoir d'effrayant. Tu vois, donc c'est toujours assez intéressant. Tu vois, dans les films d'horreur un peu païens, comme ça, qui se passent sur des îles celtes, des choses comme ça, je trouve ça toujours assez effrayant et frémissant. Donc, je me dis que ouais, ça pourrait être intéressant. Alors, j'avoue que je connais pas tellement les contes les contes et légendes de Provence et à savoir ce que ça pourrait donner d'effrayant vraiment, mais ça faudrait peut-être la peine de s'y pencher. Pour la Belgique, j'y ai déjà pensé aussi un petit peu pour Bruxelles, parce qu'il y a l'histoire de Tale Eulenspiegel, ça va rien vous dire à vous les Français, qui est une espèce de héros espiègle en fait qui libère Bruxelles du joug des oppresseurs, et c'est un très très chouette héros, donc il y aurait peut-être moyen d'utiliser ce personnage-là dans un cadre plus moderne. Non, c'est chouette, c'est des choses à faire, je pense, effectivement. Moi, je vois bien les petits santons possédés qui prennent vie, quoi. Le petit boucher du petit Les village, Gremlins. voilà. Les Gremlins sans santon, quoi. Toy Story dégénéré. C'est ça. Comme nous dit Laurent, effectivement, hein, nous dit: venez en Bretagne, on a de quoi, hein, Sonia? Ah là, il y a Ouais, de quoi c'est faire. ça. Et en Ouais. Bretagne, Et là, on sait qu'il y a de quoi faire, évidemment. la forêt de Mm. Brocéliande, effectivement. Allez hop, un petit coup de pinard et c'est parti. On a Et tout je plein dis, de quoi, informations. à 20 minutes de chez moi, on y est. Alors, je dis ça, je dis rien. Hein. Eh ben, écoute, on fera un live, on fera une émission spéciale de la forêt de Ouais, Brocéliande prochainement. c'est ça. Ouais. Eh ben, écoute, ce que je te propose justement en parlant de petits gremlins, c'est de recevoir justement Séraphine Matin. La pauvre. Bon, tu Fallait l'auras. pas lui donner à boire après On, minuit. Hein, Stéphane. on s'aime bien dans cette émission, c'est pour ça qu'on permet de se charrier, effectivement. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette première heure d'émission? Oh, que c'était, c'est chouette parce que, enfin, Jérémy, je sais que ton écriture, elle est assez dénonciatrice, tu dis des choses assez fortes, mais ta personnalité à côté, elle est très joviale, elle est très humaine, elle est très. Donc, j'aime beaucoup le parallèle entre ce que tu es et ce que tu écris. J'aime bien cet équilibre, l'équilibre que tu as trouvé entre les deux, parce que c'est un sourire tout le long, quoi. C'est vraiment un très chouette moment. Puis le Toys Santon, il m'a tué celui-là. Je l'aime Eh ben, écoute, beaucoup celui-là. J'ai hâte. eh ben, en tout cas, merci à toi. Et puis, on rappelle donc, avant de vous laisser en tête à tête, que Jérémy est avec nous pour ce livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. Nous vous écoutons.
Eh bien, moi, Jérémy, je voudrais commencer par l'horloger, pas ta plume en général, mais j'ai vu dans les commentaires, dans les critiques sur l'horloger, que les gens étaient très étonnés, très épatés que ce soit ton premier roman, parce que tu as justement tout de suite saisi les codes du polar et tu as vraiment t'as eu une facilité à rentrer dans ce qui, oui, dans ce qui a des codes, le polar a des codes. Et est-ce que c'est par tes lectures ou est-ce que ça a été totalement inné? Comment se fait-il que tu as eu cette facilité à pondre un polar? Euh, Mais c'était vraiment mes lectures, quoi. Moi, je suis un grand fan de littérature de genre, quoi. Donc, quand j'étais euh, ado, bon, maintenant, je lis vraiment de tout. Donc, je lis autant de blanches que du reste. Mais voilà, pendant toute mon enfance, adolescence et quand j'étais jeune adulte, j'ai lu que du polar, du thriller, de la SF, du fantastique. J'étais complètement dingue de ça. Donc, ça a vraiment, bah, ça m'a formé, quoi. C'est clair, ça a formé mes goûts. Mm. Et finalement, on finit par en apprendre les codes très très naturellement, quoi. C'est comme quand on écoute la radio en anglais toute la journée, à la fin on finit par parler anglais, ben là c'est un petit peu un petit peu comparable, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ah oui, donc ouais, ça, ouais, t'avais quand même une facilité clairement, quoi. Au-delà de cette Mais appréciation, après, apparemment, ça a été hyper fluide. Après, c'était aussi pour l'horloger, c'était l'innocence du débutant, quoi. Ça veut dire que se lancer dans un polar de 500 pages, enfin dans un thriller de 500 pages qui se passe sur 3 continents, à 3 époques différentes, avec des dizaines de personnages, il fallait être quand même vachement inconscient pour se lancer là-dedans sur un premier roman, quoi. Et ça m'a servi, cette inconscience-là, parce que j'avais pas de barrière, en fait. J'y suis allé en me disant, bon voilà, maintenant que j'ai écrit déjà Ouais. 2 bouquins et demi, je serais probablement beaucoup plus prudent en me disant oh là là, dans quoi je me Oui. lance, quoi. Et là, je n'ai pas été Mm. prudent. Et ça m'a servi, si tu veux, Séraphine. Ça veut dire que Carrément. j'avais pas de barrière, quoi. J'y suis allé. Après, je peux te dire que c'est une intrigue très complexe sur plusieurs temporalités. Et donc, ça me réveillait la nuit, quoi. Ça veut dire qu'il y a des moments où je me disais, mais tel truc, c'est pas possible, en fait, parce que à telle date, il s'est passé ça. Donc, j'avais une ligne temporelle hyper complexe. Et ça, Ah, pour tous les auteurs, on sait que c'est quelque chose de vraiment très, très compliqué, quoi. Donc, bah voilà, des choses impossibles qui surviennent et il faut parfois reprendre, je sais pas moi, un quart du bouquin en entier parce qu'il y a des incohérences qui sont pas jouables, quoi. Voilà. Donc, ah bah, surtout en ça mode a demandé beaucoup de jardinier. travail. Ça a demandé beaucoup de travail, quoi. Surtout en mode jardinier, chapeau, quoi. Vraiment, vraiment chapeau, parce que c'était pas. T'avais pas choisi le Non, plus facile, mais l'essentiel, c'est le résultat et c'est chouette, vraiment. bah oui, parce que finalement, le boulot, tu vois, de devoir reprendre des parties entières de ton bouquin, ben, ça ne peut qu'améliorer ton livre, quoi, et ton écriture, et lui donner de la densité. Oui, Donc, ça demande du oui, travail, mais comme pour tous les boulots, quoi, finalement, quand on y passe du temps, bah, à l'arrivée, on fait quelque chose de mieux que si on avait pris ça par-dessus la jambe. oui. Jacob aussi, ton héros, Mhm. il est pas que journaliste, il a quand même eu le prix Pulitzer et c'est un philosophe aussi. Donc pourquoi ces petites particularités? Pourquoi ce prix Bah, Pulitzer? Qu'est-ce qu'il représente? Et pourquoi philosophe? Quelle importance de le préciser et d'en faire un philosophe? Qu'est-ce que ça je touche? voulais montrer que les États-Unis ne sont pas composés que d'abrutis. Et qu'il y a toute une frange de la population qui est érudite, intellectuelle et humaniste. Et j'avais envie de prendre le contre-pied de l'image qu'on pouvait avoir des Américains à l'heure actuelle, et surtout qu'il s'agissait d'opposer ce héros justement à tous ces personnages qu'on a en tête, quoi, Trump et compagnie, quoi, et tous Mm, ces mm, idées, tout ce qui gravite autour de Trump. J'avais envie de prendre un peu son ennemi ultime, quoi. C'est-à-dire un intellectuel, philosophe, qui a une culture européenne aussi, puisqu'il a fait ses études à la Sorbonne. Tout ce qu'un Trump déteste, en fait, finalement. Voilà. On l'a vu maintenant oui. avec ce qui se passe à Harvard, l'opposition Harvard qui monte aux barricades, au risque de perdre des millions et des millions de dollars de subventions. C'est très, très courageux de leur part. Bah voilà, je pense que mon personnage, c'est... bon là, dans l'horloger, mais il a été écrit avant le deuxième mandat de Trump, évidemment. Et il est prof à Columbia. Et hélas, Columbia s'est incliné devant Trump. Et je pense que si je devais écrire l'horloger maintenant, il serait prof à Harvard. Voilà. Oui, bah oui. Du coup, oui. Il y a C'est un forcément des choses. Bah, de résistant. toute façon, il y a C'est toujours un des choses qui résistant. changent. Oui, oui.
Oui, un résistant, comme toi. Un résistant, un humaniste qui, voilà, qui a un gros Alors, problème avec l'injustice. oui, c'est vrai, tu as raison. Mais alors, résistant comme moi, non, parce que moi, je fais qu'écrire des bouquins, donc je prends pas beaucoup de risques, si tu veux. Et on vit en Belgique et en France, pour l'instant, encore en démocratie, donc vraiment, Oui, je prends pas du tout de risques. Et j'essaye aussi de mettre en valeur des gens qui, justement, sont eux, en pleine prise de risque, quoi. Risquent parfois leur vie par leur engagement. C'est quelque chose que j'admire terriblement, en fait. Donc, voilà, oui, ce sont de vrais héros, ces gens-là. oui. Et sans être un héros, je pense que le fait de prendre, de leur dédier ta plume aussi, de leur donner tes histoires, c'est une façon aussi de parler d'eux, de les mettre en avant et de dénoncer. C'est une dénonciation pacifiste, mais c'en est une quand même. Bah, si tu veux, bon, tant qu'à écrire, autant, pour le coup, là, sur ces 2 romans-là, essayer d'écrire utile, mais ça dépasse pas Oui. ça. Voilà, c'est vraiment un hommage que je rends à ces gens qui s'engagent, quoi. Voilà. Mm, mm, mm. Et le polar, le fait, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais le fait d'en faire un polar, de vraiment le tourner polar plutôt que roman classique, ça apportait quoi de plus? Ça permettait quoi? Ça permettait de nuancer quoi, que ce soit un polar? Hem, le polar est utile, en fait, c'est comme l'humour, si tu veux. C'est-à-dire que ça permet de désamorcer des situations. Ça permet aussi Oui, de toucher plus de gens. Voilà, c'est une forme de oui, tu vois? C'est comme le chocolat qu'on met dans les pains au chocolat, quoi. Tu vois? C'est la petite touche en plus qui va faire qu'on va vraiment aimer oui, la pâtisserie, quoi. Je sais pas comment, enfin, c'est un petit peu idiot ce que je suis en train de dire. C'est même complètement idiot. Mais bon, si je parle des réfugiés, des migrants, de ce qui se passe en Méditerranée et que j'écris, un essai, par exemple, je vais toucher, mhm, 300 personnes, tu vois? oui, Avec un polar, je peux toucher des dizaines de milliers de personnes. Donc ça a cette oui, utilité-là aussi, quoi. C'est de la littérature populaire, tout simplement dans le bon oui, sens du terme, oui, quoi. Dans oui, dans le bon sens du terme. Donc on on aime moi j'aime ça aussi, tout simplement. Je veux dire, voilà, ça me passionne, en j'adore plus, lire c'est ce ça, que tu aimes lire. oui, c'est ça. Donc, c'était d'autant plus facile que, ouais, ouais, oui, C'était logique que c'était j'utilise d'autant plus cet plaisant. outil-là, tu vois? Et dans Oui, Commandant Solane, par exemple, il y a beaucoup d'humour parce que l'humour permet oui, de démonter les gens qui se prennent au sérieux. Ça oui, c'est une des grandes vertus de l'humour. J'invente rien du tout là, hein, ça fait des siècles que c'est comme ça. L'humour est une arme redoutable et là, je parle du Rassemblement national, oui. dans Commandant Solane et Mm, mm, c'est mm. très, très efficace pour dézinguer, Marine Le Pen ou Marion Maréchal Bien ou sûr. ou Jordan Bardella. Oui, oui, bien sûr. C'est redoutable, c'est redoutable. Mais d'ailleurs, il est chouette ce cocktail parce que tu arrives justement à nuancer, parce que c'est très satirique et en même temps c'est drôle, c'est touchant, c'est c'est forcément, enfin, il y a de la colère aussi forcément, enfin, Ouais, c'est violent par ce qui est. Comment tu arrives à travailler ce cocktail de façon à ce que ce soit parfaitement digeste? c'est une question de sensibilité. C'est hyper difficile, Ah, en ah, fait, de le calculer. En fait, tu peux pas le calculer, je crois. C'est vraiment une question de sensibilité. Donc, par exemple, le premier jet de Commandant Solane, il tenait pas la route. mm, Heu, Moi, je le sentais, quoi, de feeling, je sentais que ça tenait pas la route pour une raison très simple, c'est que la part de satire était trop importante et d'humour était trop oui, importante. Et donc, c'était très marrant, mais en fait, on en perdait, la tension dramatique. Quand tu rigoles oui, trop, ben, finalement, à un moment donné, ben, on n'a plus tellement envie de suivre ce qui se passe parce qu'on n'a plus de suspense, en fait. On ça vire au dédra guignol et ouais, ouais, ouais. ça vire un peu au guignol. Et donc, bah, Mm, après, il faut enlever de l'humour, quoi. C'est presque c'est de l'artisanat, hein. Il faut, mm, voilà, passer j'avais le pied à fond sur l'accélérateur, il a fallu que je lève un petit peu le pied, et là, c'est un mm, petit travail de assez infinitésimal, quoi, d'enlever une phrase par-ci, ouais, de rendre un personnage moins grotesque, voilà. Mais encore une fois, tout ce boulot-là, il est profitable au bouquin, quoi. Et à la fin, oui, tu arrives à un équilibre, voilà. Tu arrives à un équilibre, tout simplement. Et là, tu le sens, quoi, simplement. En tant qu'auteur, je veux dire, à la lecture. Et puis après, il y a le ah ouais, retour des gens à qui tu le fais lire, à tes bêta-lecteurs, comme on appelle ça. oui, C'est très moche, un bêta-lecteur, mais c'est très oui, utile, un c'est pas très bêta-lecteur. logique. C'est pas Et très mais logique. c'est pas très logique, quoi. Donc, les bêta-lecteurs, ils te renvoient aussi une image de ton bouquin et on sait tout de suite, en fait, si ça passe ou pas. Voilà. Oui,
Donc, mon premier bêta lecteur, enfin, un de mes premiers bêta lecteurs, c'est mon meilleur ami. Et lui, quand il a lu mon roman, dans l'état du premier jet, et qui me posait problème, c'est pour ça que je lui ai fait lire. Je lui ai dit, écoute, voilà, je suis pas satisfait, lis-le et qu'on puisse en discuter. Bah, il était complètement raccord. Il disait, il y a trop de grands guignols, quoi. Et donc, bon, Oui, j'ai baissé jusqu'à trouver l'équilibre, tout simplement. d'accord. Oui. Et justement, oui, trouver l'équilibre parce que bah, forcément, il y a plusieurs émissions. Il y a plusieurs émissions, plusieurs émotions. Ouais. Et justement, tu traites des sujets qui te mettent en colère. Tu les traites Ouais. avec humour. Avec l'humour, je suis d'accord. Mais traiter de ces sujets qui te mettent en colère, est-ce que ça calme ta colère ou est-ce que ça te met encore plus en colère finalement de les ressasser dans tes mots, Non, dans tes livres? ça calme ma colère parce que au moins j'ai l'impression d'être actif, quoi, de faire quelque chose, d'agir pour, pour apporter ma pierre, ben, comme tu le disais, d'être un petit peu utile. Donc ça calme un Oui, peu mon sentiment d'impuissance et donc ma colère. Heu et oui. après, en plus de ça, quand j'y vais au vitriol ou au bazooka, sur la famille Le Mm, Pen, par exemple, il y a un mm. côté, strictement défoulatoire, quoi, hein. C'est comme, enfin, Strictement c'est jouissif. c'est pas bien de mettre son poing dans la gueule d'un con, mais ça fait du bien, quoi, quand même, tu vois? Donc, il faut pas le faire, mais, il y a un côté, voilà, une fois que c'est fait, ça fait quand même du bien. Donc là, je le fais Il de y a un manière côté littéraire. défouloir. Je le fais Mm, de mm, manière mm. littéraire, quoi, toujours. C'est mon Ouais, petit c'est coup de un poing bon dans la gueule. défouloir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et C'est justement, bah, du coup, Pardon, vas-y, je disais, vas-y. tu vois, c'est mon personnage Bernard Solanne, qui est cet ancien commandant de police, anard, très jouisseur, Oui, etc. Et il dit souvent, il file des baffes, quoi, tu vois, il file des baffes au con. Et il y a un côté très oui, gaulois là-dedans, il y a un côté très oui, ah, obélique, ou quoi. Envoyer des mandales dans la tête des Romains, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Et mes c'est personnages ça. le font aussi. Mais le côté épicurien, c'est-à-dire qu'effectivement, un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est un bon vivant, mais en même temps, il a des convictions, il les défend et puis il y va franco, quoi. Il a une franchise et Ouais, une bah, une spontanéité humanité. qui est Ouais, hyper touchante, quoi. ouais, C'est, beh, bah, je m'inspire d'un de mes, meilleurs amis qui est hélas décédé il y a quelque temps, et qui était un mec absolument formidable, et il était tel que je le décris, c'est-à-dire, bourré d'humanité d'abord, et 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 c'était quelqu'un de très, jouisseur, et de très, avec de belles valeurs aussi, quoi. Donc, mmh, ouais, on se ressemblait un peu là-dessus, évidemment. Voilà, on était amis, donc on partageait, mmh. des valeurs et une façon de vivre, et une vision de la vie. Voilà. Mais du Donc, coup, c'est un bel hommage parce que finalement, il reste ouais, à travers ce livre, il reste et ça fait de lui un personnage hyper touchant. Si en plus tu le décrivais, enfin, si ton personnage est vraiment comme il était, je trouve que c'est super, oui, c'est vrai, tu as c'est beau, raison. Alors évidemment, c'est j'aurais super préféré que beau. ça ne se termine pas en hommage, si tu veux. Mais bon, Oui, bien sûr. le fait est que maintenant, effectivement, ça le rend, non pas immortel, il faut pas pousser, mais ça le rend présent, en fait, bah, Oui, au moins pour moi et pour les gens qui le lisent. Heu, oui, c'est voilà, ça. moi ça me permet de garder sa mémoire, heu, Oui, toujours vive, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ouais. sûr. Mm. Et ça, c'est chouette, Et en voilà. tout cas, ouais, c'est effectivement, c'était et c'est, en tout cas à travers le livre, c'est un chouette personnage, quoi, un Ouais, chouette ouais, c'est bonhomme clair, c'est clair. et il est, voilà, ça fait vraiment quelque chose de magnifique. Ouais, Et ma je suis dernière d'accord. question, Enfin, du coup, elle va être, oui, enfin, non, tant non, mais c'est mieux, parce que si tu j'adore ce si tu personnage aussi, cohérent tu et vois? d'accord Ah, avec ton mais personnage, non, c'est c'est génial. à un moment donné, tu parles de tes personnages comme si c'est pas toi qui les avais créés, tu vois? Oui, Parce bien que, sûr. et donc moi j'adore ce personnage aussi, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Je Oui. Ah bah Voilà, oui, bah, c'est de toute façon, c'est un bébé aussi, hein. Dès ouais, l'instant où c'est un il peu est, ça, à travers ta plume, c'est un peu ça. c'est un bébé. Donc il a une double, il a tu un double attachement. Tu as un Ouais, attachement par rapport à la personne enfin, qui te l'a inspiré et puis par rapport au personnage en lui-même. que tu as Ouais, tout à fait, tu as créé raison. et qui existe, quoi et ça, c'est Mmh, chouette. ouais, c'est Ma exactement dernière ça. question, elle va être du coup pour pour ton métier. Je vais demander au caviste quel alcool il a. Est-ce que tu as l'alcool triste? Est-ce que tu as l'alcool amoureux? Est-ce que tu as l'alcool Ah colérique? non, Quel alcool as-tu? j'ai l'alcool joyeux, moi,
j'ai l'alcool joyeux et philosophe. Ça va pas du tout ensemble. Enfin, si, ça va peut-être C'est ensemble. chouette. Donc, j'ai d'abord Ouais, l'alcool. vraiment. C'est une chouette question, celle-là. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Donc, l'alcool est joyeux d'abord, évidemment. J'espère qu'il le sera toujours. Faut savoir que, quand même, malgré mes apparences, je bois avec modération. Mais Il est j'ai l'alcool sympa, joyeux modération, moi, je bois pas et, souvent. c'est ça. Et philosophe parce que ça permet de se lancer dans des grandes conversations sans queue ni tête, hyper passionnantes sur le moment. Voilà. Oui, Après le d'accord. Et lendemain, ben c'est ça, pas sûr. Oui, toujours moins bavard le lendemain, forcément. Ouais, c'est ça. Et ben, contente de savoir que tu as cet alcool-là, et je m'en doutais, et je suis super contente voilà, que ça me soit confirmé. L'alcool joyeux et bavard. Voilà, c'est ça. Ça Merci me va, Séraphine de ça me ta va, question. ça te colle bien, ça me va très bien. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, effectivement, l'alcool bavard et l'alcool joyeux, je pense que c'est un petit peu ce qui nous réunit tous, hein. Enfin, sauf Sonia, hein, qui, elle, dès qu'elle a bu une bière, elle dort. Mais Elle a l'alcool euh, fatigué, Sonia. Alors que nous, on a l'alcool fatigant. C'est ça. Ouais, c'est ça. mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de boire pour être fatigué, hein. Enfin, Ouais, c'est ce fatigant que j'allais surtout. dire. C'est ce que j'étais Non. en train de dire. Mais en tout cas, merci beaucoup, Séraphine, pour cet échange qui nous permet, on l'a vu, hein, de connaître un petit peu plus Jérémy. Jérémy, qu'est-ce que tu as envie de dire justement à mes deux acolytes et à toutes les personnes qui sont venues te poser des questions ce soir avant de terminer? Ben, d'abord, mais merci pour toutes ces questions. Ce qui est très chouette dans ce genre de format, et vous l'avez bien bossé, c'est que ça amène des questions inhabituelles. Et les questions inhabituelles, c'est chouette parce que ça révèle effectivement d'autres. Pour la personne qui est interviewée, c'est très très agréable. Ça évite de répéter un petit peu toujours la même chose. Et ça permet aussi effectivement des rencontres humaines qui sont chouettes, quoi. Parce que bon, vous m'analysez, mais moi je vous analyse aussi, hein, il faut pas croire. Et vous avez l'air assez sympa, tu vois. Donc j'espère que quand je serai dans le sud la prochaine fois, on aura l'occasion de boire un coup ensemble. C'est toujours compliqué en salon parce qu'on est toujours derrière notre table à signer. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Et pour tous les gens qui ont assisté à cette émission-ci, merci d'avoir été là et merci d'avoir posé ces questions, évidemment. Eh ben, merci à toi en tout cas et d'avoir partagé ce moment avec nous pour nous parler de ce livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson, donc ton dernier roman, ton deuxième roman, pardon. On rappelle qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux, sur Facebook, donc Jérémy Classe, mais aussi sur Instagram. On peut suivre toute ton actualité, voir tes dates de dédicaces, donc vraiment ne pas hésiter. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Non, non, Oui, non, mais parce que j'ai dit encore. J'abondais. Non, tu as raison. Non, j'ai vu tout à l'heure Facebook, c'est pour les garçons, Facebook, c'est pour les filles. Je ne sais plus qui Non, c'est ça. Facebook, c'est pour les chèvres. Facebook, c'est pour les chèvres, tu sais bien. Oui, mais je crois que là, peut-être que la personne qui a dit ça, elle voulait le dire aussi, mais était peut-être un peu plus mesurée, elle n'a peut-être pas osé. En tout cas, il y a René, effectivement, qui a posé de très belles questions ce soir. Merci René, qui nous dit une très belle équipe, bravo. Voilà, l'alcool tue le lendemain, mais on n'est pas pressé, bien sûr, évidemment. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci à toi, Jérémy, d'avoir été avec nous. Et je vous rappelle effectivement qu'on peut se retrouver donc chaque mercredi et chaque vendredi en direct sur YouTube et que mercredi prochain, nous recevrons, donc là on a reçu la Belgique, la semaine prochaine on recevra la Suisse pour justement avec Nicolas Feuz pour son livre Les Extradés, dont on a eu une présentation tout à l'heure de la part de Sonia et dont on aura une très belle question justement posée de la part de Jérémy en citant notre cher ami Coluche, effectivement. Qui nous a fait beaucoup de mal, mais qu'on aime quand même. Voilà. Il manque beaucoup. C'est clair. Il manque beaucoup. C'est clair. C'est tout à fait le genre de personnage qu'on aurait aimé recevoir dans cette émission. Tu m'étonnes. Effectivement. En tout cas, merci à tous. De nous avoir suivis. Passez un très très bon week-end. Comme on dit d'habitude à la fin de cette émission, lisez des livres, allez sur les salons. On fait toujours de très belles rencontres et on l'a vu encore une fois ce soir avec Jérémy, rencontré en librairie très récemment et sur les salons. Donc vraiment, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt, très bon week-end et à très bientôt, je l'ai déjà dit. Allez, salut, ciao. Salut, à bientôt. Salut.